Banc Public est un lieu d'échange, un espace pour s'exprimer ouvertement. Sur le banc cette semaine, performer, mais à quel prix? La finance internationale m'attirait. C'est évidemment quelque chose de glamour. Tu achètes des millions, tu vends des millions. Je travaillais comme un fou. Je partais de la maison à 5 h du matin, je revenais à 8 h le soir. Un drame qui change la vie d'une jeune Inuit. La nuit du 4 au 5 février 2006, ma mère s'est faite assassiner par son copain qui était intoxiqué. Et moi, j'ai tout vu ce qui s'est passé. Et l'homme derrière Youpi. Y a-t-il des choses que tu peux pas faire? Jamais être vulgaire avec les gens. Toujours être gentleman. Avec les dames, c'est jamais les dépeigner. Ouais, c'est ça, la madame qui s'est fait son beau brochet, tu passes pas ta grosse papate de Youpi. Non, les hommes, c'est déjà arrivé qu'ils remplaçaient la papate, la perruque est restée dans la main. Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Interdépendants, solidaires, juste humain. Au sein des entreprises comme dans la société, la performance est devenue un objet de culte. Travailler plus, faire plus d'argent, être plus productif, avoir les meilleures notes, tout doit être de l'ordre de l'exploit, de l'exceptionnel. Pendant des années, Éric Giasson a mené une brillante carrière dans la haute finance, aussi bien à Wall Street, Toronto que Montréal. Il a poussé son désir de performance et de succès à l'extrême, jusqu'à mettre en péril sa famille et sa santé. Quand la performance est entrée dans ta vie, étais-tu un bébé performant? Je suis né le premier petit-fils d'une famille de médecins à Laval. Tout de suite, je comprends que tu peux pas t'habiller normalement. Tu peux pas juste être un petit garçon de 3, 4, 5, 6 ans quand tu vas au métro, quand tu vas au restaurant ou quand tu vas à l'église. Il faut que tu t'habilles comme le fils du médecin. Tu sais, ma mère, c'était le fils du médecin. Puis tu comprends tout de suite que Tu peux pas avoir une petite tache de ketchup. Non, pas vraiment, puis la crotte de nez qui est là non plus. Mais tu comprends que tu existes dans le regard des autres. Donc, très petit, toi, tu étais conscient que tu avais une image à maintenir. Oui, puis de par mon essence, mon conditionnement, après ça, ben là, il faut que tu deviennes président de ta classe, quart arrière au football. Puis tu fais toutes ces affaires-là, tu sais, pas nécessairement parce que tu as envie d'être président, pas nécessairement parce que tu as envie d'être quart arrière, mais parce que tu reçois de la reconnaissance, puis les gens disent « Oh, toi, t'es le président, toi, t'es le quart arrière. » Puis le quart arrière, il sort avec les belles filles, en plus, à l'école, tu sais. Puis là, tu te dis « Je continue ça, moi, je m'en vais en finance. » Oui, parce que la finance internationale m'attirait, là. Je veux dire, c'est évidemment quelque chose de glamour, là. J'avais un ami qui était là-dedans, puis j'entendais ça, là, tu sais, les téléphones la nuit, Tokyo, t'achètes des millions, tu vends des millions, puis le président de la banque vient dans la trésorerie pour voir ce qui se passe. Je me disais « Wow! » Tu sais, ça, je vais recevoir beaucoup de reconnaissance. Tu voulais tout ça, toi? Oui, parce que j'ai un peu choisi ma vie là, en regardant GQ quand j'avais 20 ans. Là, tu vois le gars sur son voilier, puis il est habillé, puis avec la belle fille, puis il y a une belle montre, tout ça. Puis tu te dis, écoute, lui, il doit être heureux. Là. C'est l'image qui est véhiculée un petit peu par la société. Les gens qui se promènent en Mercedes, ils ont l'air heureux. Ceux qui sont en première classe, ils ont l'air plus heureux. Puis tu penses tout le temps là, que les autres, ils l'ont, là, cette affaire-là. Ouais. Là. Éric correspondait aussi à cette image du bonheur. Marié, père de 4 petites filles, sa carrière progresse rapidement. À 28 ans, il est VP chez Morgan Stanley à New York, l'une des plus importantes entreprises mondiales de services financiers. Et c'est à lui qu'on demande d'ouvrir le bureau de Toronto, où il s'installe avec sa famille. Je travaillais comme un fou. Là. Je partais de la maison à 5 h du matin, je revenais à 8 h le soir. Là. Mais dédié quand même à ma famille les fins de semaine et ainsi de suite. C'est une job stressante. Là. Ouais. Quand on était à Toronto, on avait un desk de nuit à Tokyo, puis il n'y avait personne qui faisait les obligations canadiennes. Fait que le dimanche soir, à 7 h 30, j'appelais le bureau de Tokyo. Puis là, je commence à travailler le dimanche soir. Là, moi, je viens de mettre les filles dans le bain. Là, puis là, je prends le téléphone, puis j'appelle Tokyo, puis je parle à Yuji. Yuji, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Tout ça, je raccroche. Bon, on soupe, on finit de souper, peu importe. À 10 h avant de me coucher, je rappelle Tokyo. Puis là, il dit, le Japanese Post Office veut peut-être acheter un gros montant d'obligations. OK, parfait, tu me rappelleras. À minuit, le téléphone sonne, Yuji m'appelle. Fait que là, j'y vends 200-300 millions d'obligations que j'ai pas. Le dimanche soir à minuit. C'est ma job, le dimanche soir à minuit. Londres ouvre à 3 h du matin. J'appelle Londres, puis là, je leur dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je m'aperçois que j'ai perdu beaucoup d'argent pour le courtier, pour Morgan Stanley là-dessus. Fait que j'essaie de dormir, je suis pas capable. À 4 h du matin, je suis au bureau. Fait que ça, c'est la vie, là, normale. Être performant, c'est pas mauvais en soi. Au contraire, quand on est performant, on a un sentiment de contrôle. On a généralement un sentiment d'être fier de soi aussi. Où ça devient plus difficile, c'est quand on est surperformant ou qu'on vise une surperformance. Les gens qui n'ont pas de baromètre interne qui leur dit où mettre leurs limites peuvent tomber dans la performance parce que à ce moment-là, ils ne savent plus dans le fond où s'arrêter, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est plus correct pour eux. Être correct, c'est
avoir la barre très, très haute. La pression d'exceller débute parfois dès l'enfance et se poursuit tout au long des études. C'est particulièrement vrai en médecine. Chloé effectue actuellement la 2e année de sa résidence en pédiatrie, des études postdoctorales qui permettent d'obtenir le droit de pratique. La nécessité de performer, elle peut en parler en toute connaissance de cause. Les études en médecine sont très exigeantes. Il faut étudier beaucoup, il faut donner beaucoup de temps pour avoir des bons résultats. C'est un parcours assez particulier avec des règlements assez stricts. Il suffit d'avoir un échec dans un examen. Si on échoue à la reprise de cet examen-là, on est exclu du programme. Ou il faut passer devant un comité qui va réévaluer notre candidature pour dire est-ce qu'on lui donne une 2e chance ou si cette personne-là est exclue complètement. Ça amène un certain stress. On a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il faut performer dans notre vie de chaque jour. Dans le cadre de ses études au doctorat, Chloé a fait 2 ans de stage clinique dans différentes disciplines de la médecine avant de choisir sa spécialité. Aux exigences de la formation s'ajoute alors la pression des pairs. Ça se corse un peu plus à la dernière portion du doctorat où est-ce qu'on est en stage. Là, à ce moment-là, on commence à être évalué à chaque jour, puis on est comparé un peu entre nous. Par exemple, il va y avoir des gens très motivés à entrer dans une discipline extrêmement contingentée qui vont toujours essayer d'en faire plus, Ils vont arriver plus tôt que leurs camarades pour essayer de réviser les dossiers des patients avant. Ils vont rester plus tard que tout le monde pour essayer de démontrer qu'ils veulent, qu'ils sont motivés, qu'ils sont capables de donner ce qu'il faut pour entrer dans leur spécialité. Puis ça peut finir par être un peu lourd. On veut pas avoir l'air d'être la personne pas motivée à côté qui, à 5 heures, on a assez, aimerait bien rentrer chez elle, se faire à souper, mais bon, il y a l'autre personne à côté qui veut rester plus longtemps. On se sent quasiment obligé des fois de suivre la personne qui mène le bal puis qui va pousser plus fort. On vit dans une société qui valorise beaucoup la performance. Alors, c'est comme si à la fois la personne essaye de s'ajuster probablement dans ses attentes, dans ses objectifs, mais à la fois on reçoit continuellement un message de notre société où on est amené à surperformer. Après quelques années à Toronto à faire rouler le bureau canadien de Morgan Stanley, Éric revient à Montréal pour occuper un autre poste important dans une firme de placement où il devient le 2e plus gros investisseur. Tu étais performant dans tous les secteurs de ta vie. Au niveau familial, tu avais réussi le setup idéal. Est-ce que ça t'a fait, ça, ce beau setup-là? J'ai vécu un trio de malchance en 2000, 2001, 2002. Et en 2000, je reviens à Montréal, je travaille pour un gestionnaire de portefeuille. Et rapidement, je me retrouve en charge là, de l'équipe de placement et ainsi de suite. Et comme j'étais un hyper performant, moi, je veux être comme le plus gros actionnaire. Ça fait que je mets toutes mes économies là-dedans, puis j'emprunte un gros montant d'argent. À peu près 6-9 mois après avoir privatisé la compagnie, il y a eu la crise de Nortel. La valeur au livre de notre compagnie avait chuté d'environ 85 %. Ça fait que moi, j'avais perdu toutes les économies que j'avais faites à Wall Street. En 2001, j'ai le cancer. Puis en 2002, ma femme, elle est partie. Fait que en 3 ans, j'ai perdu mon cash, ma santé, ta santé, ma femme, la maison et ainsi de suite. As-tu eu un moment de panique quand c'est arrivé, ça? Tu sais, t'as le cancer. Moi, j'ai l'impression que tu devais te sentir invincible, toi, quelque part, non? Oui, invincible, mais à une pensée, à une peur de ta vie, déconnecté de ta vie. Puis le paradoxe, c'est que la mort te fait sentir vivant, tu sais. Cette période-là m'a vraiment fait du bien, m'a permis de reconnecter puis d'accepter là, tu sais, la vie humaine. Ça fait que toi, t'as cessé de jouer le sketch du gars heureux. Exactement. Ça fait du bien, puis, ça. Ça fait du bien, c'est fou. Après la pause, carburé à la performance. J'avais fait 4 Ironman dans le passé. Fait que je m'en vais en Californie, puis je vais aller faire Ironman. Et là, je me blesse. Mais là, je suis obsédé à garder ce corps-là en shape. Fait que je vais faire une classe de yoga. Puis je commence à faire ça, Ironman style, la hyper-performance. J'y vais tous les jours, 2-3 fois par jour. Je fais les classes les plus dures. Pendant des années, Éric Giasson, un négociateur de produits financiers, a mené une carrière exceptionnelle à New York, Toronto et Montréal. Puis, au début des années 2000, tout s'écroule. Faillite, divorce, cancer. Mais son esprit de performance lui permet de se refaire une santé physique et mentale et de rebâtir la firme d'investissement dans laquelle il avait perdu tout son argent. Éric trône à nouveau au sommet. Éric, t'es dans une espèce de bulle illusoire de bonheur, mais cette bulle-là, à un moment donné, elle éclate. Elle éclate pas à peu près. Je travaille ici à Montréal pour un gros gestionnaire de portefeuille. Je suis le 2e plus gros actionnaire. Je suis chef de l'équipe de placement. On a les 2 derniers étages d'une des plus belles tours à Montréal. J'ai une vie là, de rêve. Je suis pas nourri. T'sais. Il y a un trou dans moi là, qui est sans fond. Il n'y a rien qui va me nourrir là parce que je me compare à mes amis qui sont restés à New York, qui ont des grosses maisons dans les Hamptons, qui prennent leur avion privé, puis ainsi de suite. Ça fait que je me chicane avec mes associés. Je me retrouve à travailler pour un gros hedge fund à New York.
Et là, finalement, là, je pense que je l'ai. OK. Là, je travaille pour le plus gros hedge fund macro au monde. C'est la démesure absolue. Mais non seulement c'est la démesure au niveau des salaires, mais c'est l'impact qu'ils ont sur les marchés. Tu sais, des fois, les marchés bougent, là, puis tu te dis, c'est Braven Howard qui a bougé le marché. Le moment où je viens d'arriver, c'est la crise de 2008 qui éclate. Et j'ai même pas encore eu mon visa. OK, pour travailler à New York. C'est une compagnie de Londres, Braven Howard, ni plus ni moins. Ils ferment leur bureau de New York. Ils mettent les 50 personnes qui travaillent là dehors. Il y a 500 000 personnes en même temps à New York qui ont perdu leur job. Ça fait que c'est à peu près impossible. C'est une ville. C'est une ville. C'était pire. Des compagnies qui avaient 100 ans, qui faisaient faillite. Toi, dans ta tête, c'était la déchéance absolue, là. T'as plus envie de vivre ou tu sais pas comment tu vas vivre à travers ça. Ça fait que je tombe évidemment en dépression, ces antidépresseurs, les idées suicidaires qui m'habitent au quotidien. Ouais. J'avais une Ferrari, puis je me disais, tu sais, je vais prendre la Ferrari, puis je vais la conduire à la planche dans un camion remorque, puis je vais me faire enlever la tête, ou je vais partir la Ferrari dans le garage. Puis il y a beaucoup d'images de suicides qui étaient liées à la Ferrari, puis c'est le paradoxe où ça représentait peut-être le plus laid de qui je pensais que j'étais, tu sais. Puis je voulais me servir de ça comme pour mettre fin à l'existence là, du gars que je pensais que j'étais. Dans l'environnement social dans lequel on vit, là, je te rends compte, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu demeures où? Tes enfants vont à quelle école? Puis tu sais, tu checkes la personne qui part du stationnement, puis tu regardes quelle voiture qu'elle conduit, puis ça monte, puis c'est bottes, puis ainsi de suite. Là, tu sais. Fait qu'on est tout le temps dans l'image, dans la projection. Puis là, le monde va me demander qu'est-ce que tu fais. Je fais rien. Tu n'as pas l'espace pour dire aux gens, là, je travaille pas, je vais pas bien, j'ai peur, je suis en dépression. Ça fait que tu fais semblant. Ça fait que tu n'acceptes pas ce qui t'arrive. Cette détresse psychologique se retrouve aussi chez les étudiants dont le parcours scolaire est particulièrement stressant, comme en médecine. On a remarqué que les étudiants en médecine avaient des fois de la difficulté aussi à nommer leur propre détresse, comme une espèce de difficulté à s'avouer finalement que c'est pas toujours facile puis qu'il y a des moments plus difficiles dans la formation. Les signes qui peuvent nous indiquer que la personne a développé un rapport malsain à la performance, un des premiers signes, ça va être la fatigue. Donc la personne va commencer à douter aussi de ses propres capacités et va commencer à se remettre en question. Selon le Bureau d'aide aux étudiants et résidents de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, 20% des résidents auraient démontré des signes de dépression au fil du temps et 74% auraient présenté des signes d'épuisement professionnel. C'est pourquoi ce bureau offre divers services pour soutenir les étudiants. Il y a de la détresse psychologique, puis malheureusement, c'est encore un peu tabou dans le milieu. On se sent plus à l'aise à parler de nos difficultés académiques que de nos difficultés psychologiques. Le taux de burn-out est très élevé, puis malheureusement, il y a des événements très tristes qui arrivent, mais qui font les nouvelles des résidents qui commettent un suicide. Puis souvent, on retrouve un peu derrière le geste toute la pression du milieu. Je pense que tes connaissances cliniques sont en haut de la moyenne. Il faut juste continuer à améliorer tes connaissances. À la résidence, on a une évaluation quotidienne selon si on est conforme aux attentes, si on est inférieur aux attentes ou supérieur aux attentes. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est conforme aux attentes va pas avoir une note excellente, elle va avoir un B+. Et nous, on recherche des A. Donc, il faut toujours trouver un moyen de surpasser les attentes. Puis ça amène en fait un gros stress, parce qu'à chaque jour, on va se dire, bon, il faut que je trouve un moyen de surpasser les attentes. Je peux pas me permettre un inférieur aux attentes, puis une évaluation qui est simplement conforme, c'est pas une bonne évaluation. Tout aussi l'espèce de sentiment qu'on n'a pas le droit à l'échec, puis que si malheureusement, on est confronté à cet échec-là, notre vie est finie. Quand on est dans la surperformance, je pense qu'une des premières choses qu'on doit être capable de faire, c'est d'être capable de prendre du recul. Donc, je dirais que développer sa résilience, qui est la capacité vraiment de s'adapter et de rebondir après les échecs, c'est pour moi un enjeu très important. Il n'y a pas d'apprentissage qui se fait sans échec. Donc, c'est sûr que la piste à suivre, c'est vraiment d'apprivoiser l'échec et d'utiliser l'échec comme une occasion, finalement, de grandir, une occasion d'apprendre, une occasion de s'ajuster. Des échecs, Éric en a connu plusieurs. Mais son désir de se dépasser, de performer, lui a permis de se relever et par la force des choses, de changer de vie. Toi, t'es devenu de plus en plus mal, j'imagine? Je veux dire, les idées suicidaires m'habitent, en dépression et ainsi de suite. Fait que, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour exister? Je vais aller faire Ironman. J'avais fait 4 Ironman dans le passé, puis Ironman, c'est une espèce de gladiateur moderne. Tu sais, t'existes aussi quand t'es Ironman. Oui, t'es reconnu. T'es reconnu. Les gens te disent, hey, t'as fait Ironman un 5e, wow, t'es bon. Fait que je m'en vais en Californie, puis je vais aller faire Ironman.
Et là, je me blesse. Puis je peux plus courir, je peux plus faire de vélo. Mais là, je suis obsédé à garder ce corps-là en shape parce que moi, je pense que je suis ce corps-là. Parce que c'est ton nouveau personnage. C'est mon nouveau personnage. Tu attires les regards par ton image de grand shape. Fait que je vais faire une classe de yoga. Puis je commence à faire ça, Ironman style, à l'hyper-performance. J'y vais tous les jours, 2-3 fois par jour. Je fais les classes les plus dures. Mais tu y allais à tous les jours? À tous les jours, oui. Donc, est-ce que tu associais ça à une performance que tu voulais devenir très bon rapidement? Absolument. Au début, c'était ça. Là. Puis je voulais faire les classes les plus dures, les pauses les plus dures. C'était dans la performance, dans le regard des autres, jusqu'au moment où je me suis mis à enseigner. J'ai compris que c'était pas à propos de moi. C'était à propos des autres, c'était à propos de l'échange, c'était à propos de faire du bien. Puis ce que j'aimais aussi, c'est que si t'arrives là en gougoune, en short, puis t'es juste Eric, là. Ils regardent pas ta voiture stationne en face, ils te demandent pas tes enfants vont où, qu'est-ce que tu fais dans la vie. T'es juste une autre personne humaine qui fait du travail. En découvrant le yoga, Éric a repris sa vie en main et a décroché petit à petit de l'obsession de la performance. Mais tout le monde ne peut pas s'en sortir seul, d'où l'importance d'aller chercher de l'aide et surtout de changer ses habitudes. Cette mentalité-là pourrait finir par changer. Je pense qu'on a un bout de chemin qui a été fait. De plus en plus, dans les milieux de stage, dans les milieux professionnels, on essaie de faire plus de place au bien-être, puis d'ouvrir un peu le discours par rapport à la santé psychologique et mentale des professionnels de la santé. La faculté souhaiterait, par exemple, installer des après-midi bien-être dans les milieux de résidence, puis changer tranquillement les cultures, parce que le bien-être, c'est important, mais il faut accorder une place au bien-être pour pouvoir justement l'expérimenter puis le vivre. Moi, je me suis toujours dit que ma carrière prendrait pas toute la place dans ma vie, donc je prends la peine de diversifier un petit peu mes intérêts. J'ai découvert le yoga qui m'a amené énormément en termes de gestion du stress, en termes de bien-être physique et psychologique. Donc, il faut laisser de la place dans sa vie pour tous ces aspects-là, parce que si on laisse la médecine prendre toute la place, du moment où ça va pas bien, on a l'impression que toute notre vie va pas bien, alors qu'il y a plein de choses à côté. Le yoga a permis à Chloé de trouver un équilibre entre sa vie et ses études. Éric, lui, en a fait une seconde carrière. Même s'il gère encore des portefeuilles, il est devenu professeur de yoga et possède désormais son propre studio. Toi, maintenant, tu as un studio de yoga. Tu veux que ça marche bien, là? Absolument. D'ailleurs, mon nouveau rôle, si tu veux, c'est le yogi de Wall Street. Puis quelqu'un me traitait du yogi de Wall Street un petit peu pour m'insulter. Tout le monde a un modèle de comment tu devrais te comporter. Puis si tu es un propriétaire de yoga, un yogi, tu devrais dire oui à tout le monde, puis namasté, puis toute la vie est belle. Mais je suis désolé, moi, j'ai une business à runner. Si je m'occupe pas bien de ma business, ben j'ai pas de yoga. Je la gère, pas pour être le meilleur studio de yoga à Montréal, pas pour être le plus gros, pas pour ouvrir 10 franchises. Même si je cherche à ouvrir d'autres studios, j'ai quelque chose en moi que j'ai à offrir. C'est quand tu fais le lien entre ce que tu as vraiment à offrir et le besoin que tu te réalises. Je pense que quelqu'un qui est dans la surperformance demeure un peu toujours une personne fragile face à son rapport à la performance. Donc, il faut que cette personne-là reste vigilante, plus à l'affût des indices qui pourraient dénoter une certaine détresse, par exemple. Est-ce que, par moment, tu as peur de redevenir le Éric qui en voulait tout le temps plus? Est-ce que c'est derrière toi, ça, définitivement? Bien, je dirais pas que c'est derrière moi, définitivement, parce que le moment où tu dis que t'es guéri, t'es dans le trouble, tu sais. Oh oui. Mais j'ai pas peur de ça. Puis j'essaie de me reconnecter à ma vie avec une conscience élargie. Ça fait que si j'ai des opportunités d'emploi, ça va amener des conflits ou du stress dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, ben je vais prendre la décision en connaissance de cause dans tout ça. Là, tu sais, où est-ce que je contribue? Fait que j'ai pas peur, mais je suis pas libre, puis je suis pas guéri. T'sais. Mais je me libère et je me guéris au quotidien. Mais tu vis pas dans la peur? Absolument pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Après la pause, Olivia quitte le grand